Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 3 juin 2026 et notre cher ami Robert Barnes est avec nous. Bienvenue Robert. Salut, comment ça va? Content d'être là. C'est un vrai plaisir de te revoir Robert. Je voudrais commencer par ce qui s'est passé entre l'Iran et les États-Unis. Hier soir, il y a eu un incendie. Des Américains ont attaqué un pétrolier iranien, puis les Iraniens ont riposté contre les États-Unis. Deux pays ont été touchés par les forces iraniennes, le Koweït et Bahreïn, ensemble. Il semble aussi qu'ils aient frappé des pétroliers près des Émirats arabes unis. Et d'après ce qu'on sait pour l'instant, l'aéroport international du Koweït a été touché, peut-être par un missile Patriot, parce qu'il semblerait que le système ait échoué et que le missile ait atteint l'aéroport. Mais voici ce que Donald Trump a déclaré à propos de ce qui s'est passé. C'est une très bonne remarque. Avec cette nouvelle attaque contre le Koweït, est-ce que le cessez-le-feu avec l'Iran tient toujours? Eh bien, vous savez, il y a toujours une raison à tout. On les avait déjà frappés assez fort la veille et encore hier soir, et qu'on m'a expliqué la situation, j'ai dit d'accord, on va faire ça. Mais c'est vrai qu'on les avait déjà un peu secoués. Donc oui, il y a une raison à certaines choses, et souvent, cette raison a un certain sens. Mais bon, ils ont réagi pour ça. Rien de grave. On a réglé le problème très vite, comme toujours, avec la meilleure armée du monde. Mais certains diront qu'ils ont été un peu provoqués parce qu'on avait pris des mesures fortes pour une autre raison et qu'ils ont simplement répondu. Et l'autre point qu'on vient d'apprendre il y a tout juste quelques instants, c'est que, selon les Iraniens, ils auraient visé un navire de guerre américain en mer d'Oman. Ensuite, le CENTCOM a déclaré que ce n'était pas le cas. Puis l'Iran a publié des images montrant les missiles qui, selon eux, auraient visé ce navire américain en mer d'Oman. Robert, quand on regarde la situation au Moyen-Orient, j'ai l'impression que l'attitude israélienne s'invite dans la relation entre l'Iran et les États-Unis. On l'a vu avec ce qui s'est passé entre Israël et Gaza, avec les Palestiniens, et aussi entre Israël et le Liban. C'est un peu la même dynamique qu'on retrouve, d'une certaine manière, entre l'Iran et les États-Unis. Comment est-ce que vous voyez la situation? Je pense que Trump s'est retrouvé coincé entre l'escalade, l'impasse, la sortie et un accord dès le 5e jour environ de la guerre. C'est à ce moment-là qu'il a compris que ces grands projets d'un effondrement rapide du régime iranien, qui, selon lui, n'aurait pas pu attendre que les États-Unis déferlent dans le pays, peut-être pour ramener le fils du Shah ou quelqu'un d'autre, voire l'ancien président iranien. Ce qui n'a pas beaucoup de sens, mais bon, allez savoir de nos jours, que tout ça ne se passerait pas comme prévu. Quand il a vu que ça ne marchait pas, Trump a compris qu'il devait obtenir un autre résultat, un résultat que l'escalade militaire avait peu de chances d'atteindre. Mais il redoute d'être comparé à Obama s'il accorde à l'Iran un quelconque accord qui impliquerait de lui envoyer de l'argent. Il a peur d'être comparé à Jimmy Carter, de laisser des hommes derrière lui, d'une manière qui en ferait presque des otages. Et notre tentative de frapper les installations nucléaires, déguisées en opération de sauvetage, a failli le lui rappeler de façon très claire. Il redoute aussi le rejet des néoconservateurs, du lobby israélien et du complexe militaro-industriel, cette structure de l'État profond qui soutient activement cette guerre, aussi bien aux États-Unis qu'en Israël, et même parmi ses donateurs, et surtout parmi les co-investisseurs. Beaucoup de membres de sa famille, Kushner, son gendre, Don Jr., Eric Trump, ses deux fils et Trump lui-même, sont étroitement liés à des investissements venus des Émirats, de l'Arabie saoudite et d'Israël. Et les fonds souverains de ces pays sont essentiels à leur avenir financier personnel.
Tous ces facteurs ont joué un rôle dans le fait que Trump se retrouve un peu coincé dans cette impasse. Il ne veut pas signer un accord que l'Iran pourrait accepter. Il sait qu'il ne peut pas vraiment faire monter la tension, parce que l'avantage dans l'escalade est du côté de l'Iran. Mais en même temps, il sait que s'il se retire, il subira des réactions négatives de la part de différents acteurs. Ce qui a changé avec le temps, c'est que les Qataris et les Saoudiens sont passés d'un soutien enthousiaste à la guerre à une volonté d'en sortir. En coulisses, d'après ce que j'ai entendu, les Saoudiens et plus largement tout le Golfe, quand Trump dit que tout le monde dans le Golfe était d'accord, sauf Oman, il a raison, du moins sur ce qu'on lui avait dit avant la guerre. Mais les Qataris et les Saoudiens se sont rapidement retirés et ont fait marche arrière. Mais en comprenant que les choses tournaient très mal, les Koweïtiens et les Bahreïnis suivront surtout la ligne des Saoudiens et des Qataris. Donc ceux qui poussent vraiment à une escalade de la guerre, ce sont les Émiratis. Eux, ils ont grandi en jouant à Call of Duty et ils pensent que la guerre, c'est un jeu. Bien sûr, beaucoup d'Émiratis, enfin une partie de leur direction, sont liés au dossier Epstein et à ce genre d'affaires. Mais ce sont eux qui ont financé, à hauteur d'environ $1,5 milliard, World Liberty Financial, l'un de ces projets crypto frauduleux que Trump a multiplié entre son élection et son investiture. En gros, c'était un cadeau d'1,5 milliard à la famille Trump. Et maintenant, les frères Trump ont investi dans une entreprise israélienne de drones qui profite elle aussi de la guerre. Jared Kushner a reçu d'énormes investissements des Émiratis, des Saoudiens et d'autres acteurs liés au conflit. Witkoff, lui, a des affaires immobilières avec les Émiratis, les Israéliens et les Saoudiens. Donc il y a beaucoup de liens financiers personnels. Et on a entendu des rumeurs selon lesquelles les $300 milliards évoqués feraient partie d'un accord potentiel entre les États-Unis et l'Iran. L'essentiel, c'est que Witkoff essayait de parler à quelqu'un, à n'importe qui, parce que les Iraniens officiels ne lui parlent plus. Alors, il allait trouver un petit garage au hasard et il disait « Faites-leur savoir que je soutiendrai ces 300 milliards tant qu'on en touche une part. » Parce que c'est ça leur logique. En gros, c'est une énorme opération d'extorsion. Et franchement, Trump dirige la Maison-Blanche comme si c'était la famille Corleone. Sauf qu'en plus, c'est encore plus idiot. Et donc, c'est comme ça qu'il fonctionne, du début à la fin. Le problème, c'est qu'il ne peut pas admettre la défaite. Il ne supporte pas la critique venant du lobby pro-israélien, des donateurs proches d'Israël ou de certains cercles de l'État profond ici aux États-Unis. Mais en même temps, il sait très bien qu'il ne peut pas vraiment faire monter les tensions sans que la situation devienne bien pire. C'est pour ça qu'on est dans une sorte d'impasse. Ce qui pourrait avoir changé la donne, c'est ce que Larry Johnson a rapporté la semaine dernière. J'ai entendu dire que des gens à la Maison-Blanche avaient reçu le message transmis par Larry Johnson. L'Iran aurait déclaré que s'il n'y a pas d'accord et qu'il y a la moindre escalade, ils se retireront des négociations, quitteront le traité de non-prolifération et feront exploser une arme nucléaire pour prouver qu'ils en possèdent désormais. Et ça a provoqué une onde de choc à la Maison-Blanche. Du coup, il y avait une attente, surtout chez des gens comme Vance, qui essayaient de négocier un accord depuis des mois. Et à chaque fois que Vance pense avoir trouvé un accord, Trump le fait capoter. À chaque fois. Donc on s'attendait à ce que Trump signe enfin ce vendredi-là, le vendredi dernier. Mais à la dernière minute, il dit bon, peut-être qu'on peut encore leur mettre un peu de pression sur quelques points. Et en fait, ce sont juste des points de communication. Trump voulait qu'Iran dise quelque chose pour pouvoir répondre. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? J'ai la situation bien en main, j'avance dans la guerre. Et bien sûr, l'Iran immédiatement dit non. Mais vous l'avez remarqué, comme on vient de le voir, le ton est beaucoup moins agressif.
beaucoup moins enflammée. Maintenant, il veut devenir copain-copain avec le guide suprême. Désolé d'avoir assassiné ton père, ta mère, ta femme et ton enfant, mais on pourrait peut-être s'asseoir et prendre un petit thé? Voilà où en est l'état d'esprit de Trump en ce moment. Mais bon, c'est quand même mieux que de dire « Hey, j'ai envie d'aller tuer tout le monde à nouveau ». Donc voilà où il en est. Son état mental reste affaibli, surtout dans sa capacité à prendre des décisions. Il y a donc toujours un risque qu'on parte complètement en vrille à tout moment. Mais la vraie menace iranienne, ce serait d'infliger à Trump l'humiliation suprême, que l'Iran obtienne l'arme nucléaire après tout ça et le montre au monde. Ce serait une humiliation dont il aurait du mal à se remettre. De presque tout, il peut se remettre, mais pas de ça. Être comparé à Obama, être comparé à Jimmy Carter, tout ça, il peut s'en remettre. Ce dont il ne peut pas se remettre, c'est de son propre ego. Je disais à quelqu'un tout à l'heure, l'Iran, c'est humiliation, escalade, domination. Je n'aurais jamais cru que ce serait un vrai concept en géopolitique, mais quand votre président, c'est un Donald Trump mentalement diminué, ça le devient. Du coup, je suis plus optimiste maintenant que je ne l'ai été depuis des mois. Je pense qu'on va se retirer avant la fin du mois. Parce que, même si l'Iran bluffe, Trump ne peut pas supporter ça. S'il y a ne serait-ce qu'un risque de 5%, c'est déjà trop pour qu'il aille jusqu'au bout. Ce qui veut dire qu'il va devoir dire aux Israéliens de reculer et à nous de lever le blocus. Dans ce cas, l'Iran aura du mal à garder le détroit d'Ormuz fermé s'il n'y a pas de blocus. La pression de la Chine, de la Russie et du Sud global va alors monter en flèche et leur justification juridique va s'effondrer. Tant qu'il y a un blocus, ils ont une base légale pour limiter le trafic entrant et sortant du détroit d'Ormuz. Sans blocus, ils ne l'ont plus. Mais il reste le problème israélien, et vous avez raison. Israël continue de jouer les agents provocateurs dans toute cette affaire, avec son escalade au Liban et à Gaza. Mais je pense que Trump fera comme Reagan au début des années 80, quand Reagan s'est retiré après les attentats contre les casernes à Beyrouth, puis a dit à Israël de se calmer. Et je pense que vous avez vu Trump essayer ça, tester un peu la réaction. Comment différentes parties du public américain réagiraient si je me mettais à insulter Bibi? Qu'il l'ait fait ou non, il est en train de tester ce récit. On lui a déjà transmis les résultats des sondages, ceux que les instituts ont menés. En ce moment, les Américains perçoivent Donald Trump comme faible, et ils détestent qu'on le voie comme quelqu'un de faible. En gros, pour le dire simplement, ici Nesselheim, il y a des expressions plus crues pour ça. Disons que Bibi le promène en laisse. Voilà, pour reprendre une expression qu'on entend dans d'autres milieux de la culture américaine. Mais c'est ce qu'on appelle l'allitération avec Bibi, comme disent les gens quand on leur parle des sondages. Ça rime un peu avec sorcière, et Trump déteste cette image autant qu'il déteste le risque d'être humilié. Donc, le fait qu'il ait laissé filtrer ça, sans vraiment subir de retour de flamme, même Mark Levin cherchait des excuses pour dire que l'histoire n'aurait pas dû fuiter, mais il n'a jamais dit qu'elle n'était pas vraie, ni même critiqué Trump. Pour moi, ça montre clairement la direction qu'il prend. Il doit donc pousser Bibi à se calmer, à se retirer un peu et à être assez mesuré pour dire « on met fin au blocus. Le détroit est ouvert, tout va bien, déclarez la victoire et rentrez chez vous. » Je pense que c'est plus probable qu'un accord formel, parce que même si les Qataris ont proposé de jouer les intermédiaires pour alléger les sanctions et débloquer les avoirs iraniens gelés par les États-Unis, ça reste la voie la plus réaliste pour lui. Trump déteste qu'on dise qu'il a donné le moindre argent à l'Iran, à cause de la comparaison avec Obama. Donc, à mon avis, il est très peu probable qu'on obtienne un accord. En revanche, il est très probable qu'on se retire et que le détroit se stabilise plus ou moins.
Et ensuite, la prochaine annonce, ce sera sans doute « Que font les Saoudiens et les Qataris? Est-ce qu'ils vont créer une nouvelle architecture de paix avec le Pakistan, la Turquie et l'Iran? Et dans ce cadre-là, est-ce que ce serait pour freiner davantage le projet du Grand Israël et pousser encore un peu plus les États-Unis à se désengager du Moyen-Orient? Parce que franchement, quel bien avons-nous fait là-bas? Je n'ai jamais été partisan de notre présence là-bas. Mais même pour ceux qui l'étaient, c'est difficile de justifier un tel coût. C'est difficile pour les pays arabes et musulmans qui l'ont soutenu, rendu possible et financé, de dire que c'était un bon investissement. En réalité, ils se sont juste mis une énorme cible dans le dos. Avec la présence de bases militaires américaines, l'Iran a infligé des dégâts graves et très coûteux à ces installations. Les remettre en état serait une entreprise extrêmement onéreuse. Si on additionne tout ça, je pense qu'au bout d'un an, on se retrouvera avec un Iran plus fort et plus indépendant qu'avant. Les États-Unis seront plus éloignés du Moyen-Orient que jamais. Israël sera plus contenu qu'il ne l'a été depuis longtemps. Et le monde se redessinera, mais pas du tout comme Trump pensait le faire le 28 février. Il y a tout juste quelques instants, avant d'entrer en direct, Robert, on a appris que le Sénat américain avait voté en faveur d'une résolution limitant le pouvoir de Trump concernant la guerre avec l'Iran. La Chambre des représentants a adopté le texte à la majorité, avec 215 voix contre 208, après que 4 républicains ont rejoint les démocrates. Je pense que tout ça a un lien avec l'opinion publique aux États-Unis. Il y a énormément d'inquiétudes sur ce qui se passe au Moyen-Orient et sur le degré d'implication que les États-Unis vont avoir dans cette guerre. On sait que Benjamin Netanyahou ne veut pas que les États-Unis se retirent de la région. Leur principale préoccupation, c'est de rester impliqués dans la guerre contre le Liban, parce qu'ils ne veulent pas se retirer du Liban. Et on sait ce qui s'est passé dans le cas du Liban quand ils ont publié une sorte de déclaration, une annonce disant qu'ils allaient attaquer Dahieh, la partie sud de Beyrouth. Ensuite, l'Iran a répondu avec le même type d'annonce « Vous devez quitter le nord d'Israël parce qu'on va faire la même chose que ce que vous avez essayé de faire à Beyrouth, à Dahieh, dans le sud de Beyrouth. » Et c'est bien ça la préoccupation en ce moment, même au Sénat américain. Ils veulent limiter ce que Donald Trump peut faire. Pour l'instant, ils n'y sont pas parvenus. Et on a l'impression que les choses deviennent sérieuses aux États-Unis. Selon vous, jusqu'où cela peut aller avec le temps, avec l'opinion publique, avec les partis politiques? Certains républicains, je dirais, on voit une énorme division au sein de la base qui a voté pour Donald Trump, le mouvement MAGA, à propos de ce que Donald Trump fait aujourd'hui dans cette affaire. Il prônait autrefois « pas de guerre, plus jamais de guerre sans fin ». Et maintenant, il se retrouve pris dans une guerre au Moyen-Orient, comme vous l'avez très bien mentionné, vu la situation là-bas. Comment voyez-vous la situation intérieure et la façon dont ce qui se passe aux États-Unis influence les décisions de Trump au Moyen-Orient? Donc, la nature de ce vote, maintenant que la Chambre et le Sénat ont tous les deux voté pour dire que Trump n'a aucune autorisation pour mener d'autres actions de guerre, militaires ou dites cinétiques contre l'Iran, est selon moi contraignante sur le plan constitutionnel. J'entends des gens dire « Ah, mais Trump peut opposer son veto ». Pas vraiment, parce que la Constitution donne exclusivement au Congrès le pouvoir de déclarer la guerre, et ce choix a été fait délibérément. Les rédacteurs pensaient qu'un seul homme ne devait jamais avoir le pouvoir de nous entraîner dans une guerre où que ce soit dans le monde. Et même selon la loi sur les pouvoirs de guerre, qui a tenté de codifier ce principe dans le droit, seul le Congrès peut autoriser, initier ou déclencher une guerre.
Le président, lui, ne peut agir qu'en cas de légitime défense, là où et quand c'est nécessaire. Ils ont donc créé la loi sur les pouvoirs de guerre pour inscrire ces deux principes dans le droit. Et cette loi a été adoptée, je crois, malgré le veto de Nixon, si je me souviens bien. Mais tout ce que ça a fait, c'est établir un protocole sur la façon dont on devait gérer ce genre de situation à l'avenir. Et une fois qu'un certain délai était dépassé, Trump devait obtenir l'autorisation du Congrès. Il ne l'a jamais fait. Mais là, on est allé encore plus loin. La Chambre et le Sénat ont tous les deux dit non. Tu ne peux pas aller plus loin. Ce serait un peu comme si le président opposait son veto. Vous savez, comme quand il faut maintenant obtenir l'approbation du Sénat pour certaines nominations à des postes de l'exécutif, pour les juges, pour les traités, et ainsi de suite. Imaginez que le président dise « Non, le Sénat a rejeté ce traité, mais moi je mets mon veto à leur rejet du traité. » Il ne peut pas faire ça. Donc il n'a en réalité aucune autorité constitutionnelle pour opposer son veto à leur décision disant qu'il ne peut pas intervenir. Ce qu'ils disent, c'est non seulement que nous n'avons pas autorisé ce conflit, mais qu'en plus nous retirons toute autorisation. Et donc, le tout premier article de mise en accusation du président Trump serait déclenché s'il décidait d'intervenir et de lancer une escalade militaire significative avec l'Iran après cette date. Ce serait considéré comme un acte inconstitutionnel et comme un acte de crime de guerre. Parce que si vous n'avez pas d'autorisation et que ce n'est pas dans le cadre de la légitime défense, alors cela peut aussi être qualifié de crime de guerre potentiel. Et il va avoir une chambre démocrate et je pense très probablement un Sénat démocrate, pour les raisons que vous venez d'expliquer. Donc il y a deux gros problèmes. Le premier, c'est que dans presque toute l'histoire des États-Unis, depuis un siècle, le parti perçu comme le plus capable d'éviter la guerre a gagné presque toutes les élections. Autrement dit, si on pense que votre parti est celui qui peut vous tenir à l'écart d'un conflit, c'est très rare qu'il perde le cycle électoral. En ce moment, les démocrates ont une avance à 2 chiffres sur ce point, et cet écart ne cesse de grandir. Jusqu'ici, c'était souvent serré, ou bien Trump avait l'avantage lors des précédentes élections de mi-mandat ou présidentielles. Oui, les républicains l'ont fait. C'est dire à quel point la situation est devenue difficile pour Trump et les républicains lors des élections de mi-mandat. Ensuite, il y a d'autres facteurs, comme l'économie, la crise du coût de la vie, cette impression que les emplois ne vont pas si bien pour les familles de la classe ouvrière, que les soins de santé et le logement sont devenus inabordables et inaccessibles pour beaucoup trop de familles américaines. Et puis, il y a le scandale des dossiers Epstein, qui est énorme, sans parler de certaines affaires de corruption et de fraude qui commencent à émerger. Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire sur l'Albanie, mais il s'avère que des Qataris possédaient une île en Albanie et que Nat Rothschild a présenté Jared Kushner et Ivanka Trump à ses propriétaires. Ils ont décidé de s'emparer de l'île, tout simplement. Et d'après les enquêtes du parquet, il semble que quelqu'un ait soudoyé des responsables albanais. Vous savez, l'Albanie, ce n'est pas vraiment une surprise. C'est un peu comme l'Ukraine quand on parle d'éthique et de gouvernance, disons-le comme ça. Là-bas, la corruption est tellement ouverte qu'elle ferait rougir n'importe quelle vieille machine politique. Vous savez, ils ont gelé tous les comptes liés à cette affaire, tellement c'est grave. Mais ça donne une sorte de petit aperçu du problème. Et pour Trump, le souci, c'est qu'il doit gérer tout ça en même temps. La crise du coût de la vie, les inquiétudes sur l'emploi, le logement, la santé et même les dossiers Epstein. Ces scandales et ces problèmes économiques s'accompagnent d'un sentiment de trahison chez beaucoup de vos nouveaux électeurs de Trump. Ce sont des jeunes, des minorités, des milléniaux, des membres de la génération Z,
de façon disproportionnée, pas exclusivement, mais quand même en majorité, et aussi des électeurs anti-guerre dans le Midwest industriel et rural, ainsi que dans le Sud-Ouest hispanique. Cette région a d'ailleurs une tradition de scepticisme vis-à-vis des guerres, parce que ce sont souvent leurs proches qui servent en première ligne et qui finissent par être blessés ou tués. Le problème, c'est qu'ils relient tout ça à la guerre. Ils se disent, pourquoi est-ce qu'on vit une crise du coût de la vie à cause du prix de l'énergie qui explose, à cause de cette guerre? Pourquoi le scandale des dossiers Epstein? Pourquoi n'a-t-il jamais été révélé? À cause du lobby israélien. Pourquoi les gens ressentent-ils une trahison ou un besoin de se repositionner? Parce que si on leur avait promis qu'il n'y aurait pas de nouvelle guerre, qu'on ne serait pas dans la poche de qui que ce soit, qu'on mettrait fin à l'état profond et qu'on ne dépendrait pas de la classe des donateurs, eh bien, tout cela se sent trahi à cause de cette guerre. Alors, quand on intègre ces facteurs sur le plan politique, quand seulement 2 de ces 4 éléments sont présents lors des élections de mi-mandat, le parti au pouvoir perd en moyenne plus de 50 sièges à la Chambre, et au Sénat, il perd environ 75% de ses sièges les plus disputés. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire perdre plus de 50 sièges à la Chambre lors de ce cycle, ce qui donnerait aux démocrates une énorme majorité. Et ça voudrait dire aussi perdre 8 sièges au Sénat, et donc non seulement perdre le Sénat, mais se retrouver avec 55, 56, voire 57 sénateurs démocrates. À ce stade, il suffirait que quelques républicains, 10 ou 20% d'entre eux, se rallient et tout à coup, ce n'est plus seulement le moment de la mise en accusation, c'est celui de la condamnation et de la destitution. Voilà ce que le président a expliqué. Il fait face à un risque majeur pour les élections de mi-mandat à cause de cette guerre, un risque économique sérieux, un risque de choc énergétique. Et ça, sans même parler du fait que les marchés boursiers sont confrontés à une combinaison de facteurs qui ont déjà fait plonger les marchés par le passé. Un choc des prix comme en 1973, qui avait provoqué un effondrement. Un choc technologique, une bulle tech qui a fait exploser la bulle Internet, les problèmes liés à la finance privée et au crédit qui ont déclenché la crise financière mondiale, et enfin, une crise de liquidité qui a causé le crash de 86. Eh bien, aujourd'hui, on a des problèmes de liquidité sur les marchés boursiers. On a aussi des questions de bulles, en particulier autour de l'intelligence artificielle, sur ces mêmes marchés. On est en plein dans un choc des prix qu'on n'a même pas encore vraiment ressenti, parce qu'on a littéralement vidé toutes nos réserves stratégiques sur le marché mondial pour essayer de faire baisser les prix. Ces réserves, elles ne sont plus là. Elles seront épuisées dans quelques semaines, même aux États-Unis et en Occident, en termes de stocks disponibles qu'on peut encore utiliser. Et en plus, il y a une crise du capital investissement. Certains très grands noms, comme BlackRock et d'autres, voient leurs filiales engagées dans le private equity, le capital privé, le crédit privé, en grande difficulté. Ils bloquent les rachats, ce genre de choses. Donc on pourrait très bien avoir un effondrement des marchés boursiers au milieu de tout ça. Et c'est là que Trump fait face à un risque énorme. Il sait qu'il prend un risque énorme, surtout depuis que l'Iran a dit « peut-être qu'on aura l'arme nucléaire et on le montrera au monde, juste pour t'humilier et créer une dissuasion ». Trump, lui, refusait toujours de céder, de plier pour conclure un accord. Mais maintenant, je pense qu'il comprend que le risque politique est très élevé, le risque économique encore plus, et que le risque pour sa propre fortune, pour la situation financière de sa famille, est réel. Parce que si les Émiratis décident, bon, il reste imprévisible, mais si un jour ils se retirent, comme les Saoudiens commencent à le faire, alors d'un coup, beaucoup des fonds de Kushner disparaissent,
et beaucoup d'autres fonds liés à la richesse familiale que Trump a construite pendant son second mandat s'évaporent aussi. Donc, toute la motivation, tous les incitatifs vont dans le même sens. Sortir. Et sortir le plus vite possible. Et je pense que c'est ce qui va probablement se passer. En fait, on va avoir un Trump un peu plus rationnel, surtout parce qu'il a peur d'être humilié, plus que pour n'importe quelle autre raison logique. Mais tout le monde à la Maison-Blanche et dans le Parti républicain le sait aussi très bien. Et maintenant, la Chambre et le Sénat ont tous les deux pris position, ce qui est très rare dans l'histoire juridique américaine, en disant clairement « non, tu n'as plus le droit d'aller plus loin ». Ça lui retire cette carte du jeu, celle qu'il aurait pu utiliser d'une manière qui ne se retourne pas contre lui lors d'une future procédure de destitution. Du coup, ça augmente les chances qu'on se retire. La vraie question, c'est est-ce qu'on se retire avec un accord qui permette un Moyen-Orient stable à l'avenir, ou est-ce qu'on se retire simplement, qu'on s'enfuit et qu'on fait semblant d'avoir gagné? À mon avis, la deuxième option est la plus probable, vu l'état d'esprit et la mentalité actuelle de Trump. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne porte de sortie pour Donald Trump en ce moment. Et l'une des raisons, c'est que cette guerre choisie a épuisé les stocks américains, notamment en missiles de croisière, et bien d'autres encore. Les intercepteurs aussi ont été largement utilisés pendant le conflit. Par exemple, avec le système THAAD, certains rapports indiquaient qu'environ la moitié des intercepteurs avaient été consommés. Le vrai problème, c'est de savoir comment il va les remplacer, comment il va revenir au niveau d'avant le début de cette guerre. Il est allé en Chine, et je pense qu'une partie du plan consistait à conclure un nouvel accord sur les terres rares pour améliorer la situation. Mais visiblement, ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est pour ça qu'hier, on a vu Marco Rubio expliquer qu'on dépend à 90% de ces minerais qui viennent de Chine. Il faut qu'on diversifie. Il est allé en Arménie. Il a passé un nouvel accord avec eux. Je ne sais pas vraiment quelles sont les capacités de l'Arménie à fournir ce type de minerais aux États-Unis. Mais au fond, tous ces problèmes, c'est Donald Trump lui-même qui les a créés pour son administration et pour le pays. Et c'est pour ça que je ne sais pas si la poursuite de la guerre ne va pas encore plus épuiser les réserves américaines. Vous voyez, 39 jours de guerre, on regarde l'Iran aujourd'hui, et ils sont de retour. Ils ont le même nombre de missiles et de drones. Mais vous savez, on a eu des rapports, même dans le New York Times, qui en parlaient. C'est la réalité de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et honnêtement, je ne vois pas quelle pourrait être la sortie de crise, une bonne sortie, une sortie sûre, qui lui permettrait de sauver la face pour Donald Trump. Je ne vois pas ça venir d'Iran. Je ne vois pas ça venir d'Israël non plus, parce que Benjamin Netanyahou n'a aucune envie de l'aider. C'est impossible d'obtenir ça de Benjamin Netanyahou. Il ferait tout pour éviter ça. Je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a eu cet appel téléphonique, vous savez, à propos du Liban. Axios a rapporté que Donald Trump avait eu une conversation tendue avec Benjamin Netanyahou. Alors, aujourd'hui, dans une nouvelle interview, il a confirmé qu'il avait bien fait ça. Benjamin Netanyahou a été interrogé pour savoir si c'était vrai. Et d'une certaine manière, il a reconnu que oui. Voilà la situation désespérée que Donald Trump a créée. Mais lui, il n'est pas là. Il ne veut pas rejeter la faute sur Benjamin Netanyahou. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, il pourrait agir. Il pourrait faire quelque chose à propos d'Israël. C'est lui, le grand acteur du Moyen-Orient. Qu'il aille se battre tout seul alors. Pourquoi? C'est bien ça le problème. Comment vous voyez ça? Comment, selon vous, Donald Trump pourrait redéfinir ou réévaluer sa position pour sortir de la guerre tout en rendant les conséquences aussi limitées que possible?
Je pense qu'en réalité, sa conviction qu'il pourrait trouver un moyen de faire pression sur l'Iran pour obtenir une sortie qui lui sauve la face ne s'est pas concrétisée. Et comme l'Iran le sait, je ne pense pas qu'ils agissent de façon irrationnelle. À mon avis, ils considèrent que, pour leur dissuasion future, il leur faut une sortie humiliante des États-Unis, pas une sortie honorable. Parce qu'une sortie honorable, pour eux, augmente le risque d'être attaqués à nouveau. Alors qu'une sortie humiliante, comme celle qu'on a eue en Corée, au Vietnam, ou plus récemment en Afghanistan, scelle en quelque sorte l'affaire et empêche qu'on revienne attaquer l'Iran. Je suis d'accord avec vous. Ce qu'ils ont dû faire, c'est augmenter sans cesse le risque d'humiliation, le facteur de peur, plutôt que d'utiliser la carotte. Ils doivent continuer avec le bâton, parce que la carotte n'est pas disponible pour Trump. Maintenant, je pense que Trump peut présenter ça à plusieurs niveaux. D'abord, je suis d'accord avec le Dr Parsi, de l'Institut Quincy pour une diplomatie responsable, qui porte le nom de mon arrière-arrière-arrière-cousin, John Quincy Adams, celui qui disait qu'on ne part pas à l'étranger pour chercher des monstres à détruire. Mearsheimer et Walt ont eu récemment un excellent débat avec Victoria Nuland et Mike Pompeo au Canada. Ce qui est fascinant, c'est que Pompeo n'a toujours pas compris. Pour lui, l'Iran est un monstre qu'il faut détruire. Mais le point de John Quincy Adams, c'était que ça n'a aucune importance de savoir si quelqu'un est un monstre ou pas. On ne peut pas à la fois garder une république constitutionnelle et se comporter comme un empire au nom de la chasse aux monstres à détruire. Et ça, ils n'ont même pas réussi à le comprendre dans le débat. Mais bon, rien d'étonnant à ça. Donc, la seule sortie possible, c'est une vraie sortie. Trump peut toujours faire semblant d'en sortir victorieux. Mais au fond, ça enlève la plus grande peur, le plus grand risque, pour l'économie, pour son avenir politique, et pour éviter l'humiliation mondiale que représenterait le fait que l'Iran montre qu'il a désormais l'arme nucléaire à cause de la guerre. Et je pense que ce sera plutôt ça, sa vraie motivation. Le bâton plutôt que la carotte, la peur plutôt que l'espoir. Et la façon dont il peut le vendre, c'est qu'il peut tout simplement le vendre. La plupart de ses électeurs ne vont pas s'en soucier. La plupart des votants seront juste contents que ce soit fini et que les prix commencent peut-être à redescendre. L'économie pourrait se stabiliser, le risque d'escalade serait contenu. Et je suis d'accord avec le Dr Parsi à propos d'Israël. La réalité, c'est que Bibi a bien plus besoin de Trump que Trump n'a besoin de Bibi en ce moment. Bibi va avoir des élections à l'automne. Trump est le seul dirigeant au monde avec qui il est populaire. Ce n'est pas son propre pays. C'est Israël, comme il l'a lui-même dit. Son propre sondeur, Tony Fabrizio, travaille pour le Challenger, Naftali Bennett. Franchement, je ne pense pas que Bennett soit une amélioration par rapport à Bibi quand on l'écoute un peu. Mais pour l'avenir politique de Bibi, il a besoin que Trump le soutienne pendant cette phase de primaire. S'il y a encore des affrontements, si Trump dit « Je ne veux pas que Bibi soit président » ou « Je ne veux pas qu'il soit le futur Premier ministre d'Israël », alors Bibi ne sera pas le futur Premier ministre d'Israël. Et dans ce cas, il retourne au procès, puis en prison. C'est là qu'il termine sa peine, qu'il achève sa carrière politique et que l'histoire se referme sur lui dans une prison israélienne. Trump a toute la marge de manœuvre qu'il veut contre Bibi, et surtout en ce moment. La question c'est, est-ce qu'il va commencer à s'en servir? À mon avis, il l'a déjà fait, avec cette conversation dont le contenu a fuité, pour voir si la classe des donateurs ici allait vraiment se rebeller. Et elle ne l'a pas fait. Il n'y a pas eu de grande révolte des donateurs disant à Trump qu'il devait arrêter de critiquer Bibi. Et une fois qu'il a vu ça, d'ailleurs, son propre sondeur travaille pour Bennett, ce qui montre bien qu'il n'y a rien de figé entre lui et ses donateurs.
Quant à Bibi, personnellement, ça le rend très dépendant de Trump. Donc Trump doit utiliser cette influence. Il doit aussi s'en servir d'une manière très visible, très publique, un peu comme Reagan l'a fait au début des années 80. Ça lui permettrait de regagner un peu du respect qu'il a perdu, parce qu'on le voit comme quelqu'un qu'on promène en laisse, comme une marionnette de Bibi et du lobby israélien. Ce serait très bénéfique pour lui de remettre publiquement Bibi à sa place, de le recadrer. Et ça ne se prouve que par des actes. C'est d'ailleurs ce que l'Iran est maintenant déterminé à faire. Ils ne se soucient plus des mots ni de ce qui est écrit. Ce qu'ils veulent, c'est de l'action. Donc ça ne veut pas dire « Hey, on a un cessez-le-feu », mais plutôt « On peut tirer ». Parce que pour Israël, un cessez-le-feu, ça veut juste dire qu'ils ne se font pas tirer dessus. Pas ce genre de cessez-le-feu. Un vrai cessez-le-feu. Pas de retour à Gaza, pas de retour au Liban, et du calme jusqu'à la fin de la période électorale. Et Bibi doit gagner sur le fond, pas à l'abri d'une nouvelle guerre. Je pense que s'il ne fait pas ça, Trump court le risque d'une humiliation mondiale, celle qu'Iran lui promet avec une démonstration d'armes nucléaires. Et je vous garantis que cette idée empêche Trump de dormir tout le temps. Cette peur, à mon avis, va le pousser plus que tout le reste et finira sans doute par le conduire à faire ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Mettre Bibi dans une boîte et ramener Israël à l'intérieur de ses propres frontières. Pensez-vous que Benjamin Netanyahou, si, disons que Donald Trump se retire de la région, qu'est-ce qui arriverait à Benjamin Netanyahou en Israël? Quelles en seraient les répercussions? Quelles seraient les conséquences en Israël et la manière dont les Israéliens réagiraient? Parce qu'on sait ce qui se passe avec la puissance militaire d'Israël. Ils sont dans le sud du Liban, ils parlent d'avancer, de prendre plus de territoire. Mais on sait bien que la réalité est différente. Le Liban ne sera pas un nouveau Gaza. Le Liban a la force, il a la puissance militaire pour riposter. C'est pour ça qu'ils sont aussi désespérés. Nous avons entendu l'ambassadeur d'Israël à l'ONU expliquer que ces drones ont un impact énorme sur le champ de bataille. Ils causent beaucoup de souffrance aux soldats israéliens, mettent à rude épreuve le système de défense aérienne et perturbent leur système de communication. Alors, que se passerait-il pour Israël si, imaginons, l'administration de Donald Trump décidait de se retirer de la région? Sans chercher à conclure le moindre accord, exactement comme il l'a fait, vous vous souvenez, avec les Yéménites en mer Rouge. Il avait dit, ils ont capitulé, ils ne vont plus nous attaquer, on s'en va, on rentre à la maison. Eh bien, il ferait la même chose, la version yéménite, la version mer Rouge, et il rentrerait chez lui. Que deviendrait Israël le lendemain? C'est une question intéressante. Je veux dire, je pense que c'est dans l'intérêt même d'Israël de se contenir. À mon avis, ils se sont fait du tort. Ils sont devenus des parias politiques dans l'opinion publique, même aux États-Unis. C'est assez naturel pour de petits pays, entourés d'adversaires réels ou perçus comme tels, de chercher à créer une relation de dépendance avec une grande puissance pour qu'elle mène leur guerre à leur place. Parce qu'ils ne peuvent pas les mener seuls. Mais ils vivent dans un état constant de peur et d'inquiétude à cause de leur environnement. Donc je comprends la logique qui pousse Israël à penser de cette façon. Mais dans la réalité, politiquement, ça s'est retourné contre eux. Ils ont aujourd'hui plus d'adversaires que jamais. Les accords d'Abraham sont morts ou tout au plus en sursis, malgré l'illusion que Trump entretient encore à ce sujet. On le lui a fait comprendre très clairement par plusieurs personnes qu'il ne fallait plus en parler. Donc je pense qu'Israël doit se remettre à sa place. La réalité, c'est que s'ils arrêtaient de tuer des Palestiniens, des Libanais, des Syriens et d'autres encore, jour après jour,
alors le reste du monde serait prêt à envisager une forme de détente avec eux. Ce que les gens veulent, c'est une reconnaissance et un respect des droits des Palestiniens. Mais ça, c'est quelque chose qui peut se négocier avec le temps. Au moins, il pourrait commencer par faire baisser les tensions. Mais pour ça, il faudra qu'ils se retirent du Liban et qu'ils respectent le cessez-le-feu à Gaza. S'ils ne le font pas, ils continueront à perdre des alliés et à mettre en danger tout leur avenir politique, d'une manière qu'ils ne mesurent pas vraiment, à mon avis. Les deux premières générations de dirigeants israéliens étaient très conscientes des dégâts que pouvait causer l'opinion publique et à quel point cela pouvait nuire à leurs ambitions et à leurs aspirations nationales. Cette génération, elle, ne l'est vraiment pas. Et la génération d'après le 7 octobre, comme je l'ai déjà dit, a perdu la tête et l'âme après cet événement. Et elle le montre tous les jours. Mais quand on s'en prend à des chrétiens, à des Libanais, et pas seulement à des Palestiniens, c'est différent. Il y avait des choses qu'ils pouvaient se permettre, parce que l'opinion publique dans certaines régions du monde était hostile au Hamas, hostile à la cause palestinienne. Mais tout cela s'évapore, disparaît complètement, dès qu'on touche à des églises catholiques, à des églises chrétiennes, orthodoxes, à des communautés chrétiennes historiques. Quand on tue plus de 3000 Libanais en moins d'un mois, ou un mois et demi, comme ils l'ont fait, quand on vise des petites filles qui rentrent chez elles à vélo, quand chaque jour, on entend une nouvelle histoire d'un enfant tué par Israël, quand ils ne sont pas occupés à piller des maisons ou à détruire des objets religieux chrétiens, eh bien, ils ont perdu la tête et l'âme. Et l'Europe, elle, a été totalement absente, complètement aux abonnés absents. L'Europe aurait dû intervenir, jouer un vrai rôle de contrepoids face à tout ça, mais elle ne l'a pas fait. Et bien sûr, nous non plus, on n'a pas vraiment agi. Mais maintenant, il faut qu'on le fasse. Et je pense que pour le bien même d'Israël, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas rester au Liban. Il faut qu'on reconnaisse ce qui se passe à Gaza. On doit se recentrer sur nous-mêmes, sur nos propres défenses. Il faut arrêter d'être obsédé par l'idée de renverser tous les autres régimes du Moyen-Orient et retrouver un peu de bon sens. S'ils ne le font pas, ils risquent vraiment leur avenir politique, parce qu'ils sont devenus des parias aux États-Unis. J'étudie cette question depuis longtemps. Il y a 1 an et demi, je pensais déjà qu'ils étaient sur cette voie. J'avais dit qu'ils allaient devenir, d'ici la prochaine décennie, des parias politiques aux États-Unis. En réalité, ils le sont déjà, à part chez les évangéliques de plus de 50 ans. C'est le seul groupe qui a encore une opinion positive d'Israël. Et même au sein de ce groupe, qui autrefois soutenait Israël à 95 pour 5, on est maintenant à 2 pour 1. Un tiers d'entre eux ont aussi décroché. Les évangéliques de moins de 50 ans ne veulent plus rien avoir à faire avec Israël. Et dans tous les autres groupes démographiques, y compris chez les électeurs juifs, beaucoup se montrent sceptiques envers Israël, surtout quand ils ne font pas partie de la génération du baby-boom. Donc, ils comptent sur une génération vieillissante et sur l'influence démesurée d'une classe de donateurs, ce qui, à mon avis, ne tiendra pas sur le long terme. Écarter Thomas Massie leur aura fait plus de mal qu'ils ne peuvent l'imaginer, parce que cela a réveillé et ouvert les yeux d'un large groupe de jeunes qui n'avaient pas conscience à quel point le lobby pro-israélien achète littéralement nos membres du Congrès et les intimide pour qu'ils travaillent au service d'une autre nation. They're like, why don't we unite the U.S. military technology's very base and foundation with the Israel military so they get access from the bottom up as well as the top down as to all of our military secrets? I mean, it's insane.
We've never given that to any other nation. On va donner ça à Israël, de tous les pays, en plein milieu de tout ça, alors qu'ils sont devenus des parias politiques, alors que la cote de popularité de Bibi Netanyahou aux États-Unis est dans les bas-fonds. Franchement, c'est de la folie. Et vous allez commencer à le voir apparaître dans les campagnes et les élections, et il y aura une rébellion. Donc l'avenir d'Israël est vraiment politiquement compté, à moins qu'ils ne commencent à se modérer et à se concentrer sur eux-mêmes. Pas sur tout le monde autour d'eux. Qu'ils se concentrent sur un accord de paix réel avec les Palestiniens, qu'ils arrêtent leur guerre contre le Hezbollah, qu'ils arrêtent leur guerre en Syrie, qu'ils arrêtent leur guerre en Cisjordanie et à Gaza, et qu'ils arrêtent leur guerre contre l'Iran. S'ils ne se réveillent pas face à cette réalité, ils pourraient ne plus exister comme nation dans 10 ans, sous la forme qu'on leur connaît aujourd'hui. Mais ils parlent déjà de se battre contre la Turquie et l'Égypte. Et je dirais que celui qui défend cette idée, Jonathan Pollard, c'est un espion israélien, au passage, eh bien, il est très populaire en Israël. Il représente la majorité du peuple israélien. C'est comme ça qu'ils perçoivent la région. Ils pensent qu'ils doivent se battre contre tout le monde autour d'eux. Et ce n'est pas leur combat. Je pense qu'une des choses qui s'est produite récemment, il y a 2 ou 3 jours à peine, c'est que les États-Unis vont fusionner leur armée avec l'armée israélienne. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont se battre contre la Turquie, qu'ils vont faire la guerre à la Turquie, à l'Égypte? Et quel est l'intérêt de tout ça pour les États-Unis? Le monde est en train de se transformer, de se redessiner. Regardez ce qui se passe, par exemple, à Saint-Pétersbourg en ce moment. Tout le Sud global est là. Ils négocient, ils discutent de nouvelles formes de liens, de partenariats, pendant que les États-Unis sont coincés dans 2 guerres, l'une en Ukraine, l'autre au Moyen-Orient. Et personne ne sait vraiment ce que c'est. Et personne n'a voulu ça. Je pense qu'on assiste à un changement énorme et que ce dont Israël a profité, c'était un ensemble très particulier de circonstances historiques. D'abord, il y a eu la Première Guerre mondiale, qui a mis fin à l'Empire ottoman. Enfin, déjà, l'existence même de cet empire, qui leur a permis d'obtenir beaucoup de titres fonciers à bas prix d'une manière qui n'aurait sans doute pas été possible autrement. Ensuite, la Première Guerre mondiale a permis l'instauration du mandat britannique et la chute de l'Empire ottoman, dont ils ont pu tirer parti pour faire avancer leurs ambitions. Puis, il y a eu l'effet de la Shoah, qui a non seulement permis d'accueillir beaucoup de gens, mais aussi de mobiliser des Juifs fortunés et influents à travers le monde, en leur disant « il faut vraiment soutenir la nation d'Israël ». Parfois, c'était motivé par la culpabilité, parfois par la fierté. Mais au final, c'est devenu un mélange des deux, en grande partie, je pense, à cause de la Shoah. Et puis au départ, il y a eu aussi la relation avec l'Union soviétique, avant qu'Israël ne se range du côté des États-Unis pendant la guerre froide. Ensuite, il y a eu toutes les questions et les incidents liés à l'après-11 septembre. Ça a créé une certaine peur de l'immigration islamique et une peur de l'islam politique, politisé, radicalisé. Toute cette succession d'événements leur a vraiment offert beaucoup de protection en Occident, une influence disproportionnée dans les think tanks, dans les médias et même dans le monde universitaire. Et ils ont tout brûlé à une vitesse record. En 3 ans à peine, ils ont tout réduit en cendres. Et franchement, je ne sais pas. Pour la suite, disons qu'aujourd'hui, les Saoudiens sont plus inquiets à leur sujet qu'à propos de l'Iran. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, personne n'aurait trouvé ça crédible. Mais c'est là où on en est. Imaginez, les Saoudiens, les Iraniens, les Turcs et les Pakistanais, tous en train de s'entendre, de tomber d'accord sur quoi que ce soit, surtout en matière de sécurité nationale. Mais voilà,
C'est l'effet du projet du Grand Israël. C'est exactement ce que ça fait. Ça réveille des populations qui autrement dormaient. Et donc si on met tout ça bout à bout, je pense qu'Israël continue de se comporter comme un empire mourant à sa manière, même si ça n'a jamais été un empire. C'était plutôt une sorte d'empire régional en devenir. Mais il agit comme tel, avec la même arrogance, le même déni de la réalité, sur le plan logistique, militaire, politique, économique. Je veux dire, ça fait 3 ans que le pays se vide de sa population. Entre 5 et 20% des habitants ont quitté le pays, parce que beaucoup de gens ne veulent pas vivre sous les bombes chaque nuit, ni faire partie de cette culture de guerre permanente. Et maintenant que l'Occident s'est réveillé, surtout aux États-Unis, face à leur influence corruptrice sur les politiques et la vie politique occidentale, je pense que leurs jours sont comptés. Quand les gens commencent à comprendre qu'Israël a utilisé l'espionnage contre les États-Unis pour obtenir son programme nucléaire à l'origine, qu'il a menti à ce sujet et nié tout cela auprès du président Kennedy. Ensuite, qu'il a utilisé Pollard pour vendre des secrets à l'Union soviétique, en plein cœur de la guerre froide, afin de renforcer et d'enrichir Israël. Et puis, plus tard, dans les années 80, qu'il a fait appel à Robert Maxwell pour infiltrer, via le sénateur Tower, nos technologies dans les laboratoires nucléaires et d'autres agences de renseignement, dont il détournait les informations vers leurs propres entreprises technologiques israéliennes. Quand on sait que Palantir est profondément intégré dans la structure du pouvoir israélien, eh bien ce n'est pas un domaine qui va susciter beaucoup d'enthousiasme à l'avenir. Donc à mon avis, les jours d'Israël sont comptés en ce qui concerne son projet du Grand Israël. Je pense que c'est déjà perdu. Ils ne le savent tout simplement pas encore. La façon dont ils vont l'accepter sera intéressante à observer. Et c'est ça qui déterminera le genre d'avenir qu'ils auront. S'ils reviennent à des principes plus pacifiques, fondés sur la cohabitation, qu'ils ont parfois envisagés au cours de leur histoire, alors je pense qu'ils ont un avenir prometteur. Mais si au contraire, ils choisissent de rester dans cette logique belliqueuse, militariste, impérialiste, anti-humaine, déshumanisée, envers tous leurs voisins et ceux qui les entourent, avec leur projet du Grand Israël et leurs relations parasitaires avec l'Occident, alors je pense que ce pays pourrait disparaître aussi vite qu'il est apparu à l'origine. Je me souviens, à l'époque où l'Iran négociait l'accord sur le nucléaire, le JCPOA, avec l'administration Obama, l'Europe faisait partie de ces négociations. L'Europe était forte. Elle comptait vraiment. Et quand on regarde l'Europe aujourd'hui, on a l'impression que plus personne ne se soucie de ce que disent les Européens. En Iran, plus personne ne s'intéresse à l'Europe. Et la Russie non plus ne s'en préoccupe pas, parce qu'ils continuent à mener les mêmes politiques en soutenant d'une certaine manière l'Ukraine pour que cette guerre se poursuive. Mais où est l'Europe aujourd'hui? Parce qu'elle n'a pas condamné, par exemple, la guerre contre l'Iran. Elle n'a rien dit sur cette guerre. Elle n'a rien dit non plus sur l'invasion israélienne du sud du Liban. Rien ne se passe en Europe. L'Europe est en train de s'effacer, d'une certaine façon. Il n'y a plus de politique étrangère. Avant, on savait que la politique étrangère de l'Europe était définie par l'OTAN. Mais c'est quoi l'OTAN aujourd'hui? Je ne vois plus l'OTAN. Qui sont ces pays et qui décide au nom de l'Europe? Ce qui est fascinant à observer, c'est que, comme je l'ai dit à mes amis démocrates, des gens comme le député Ro Khanna vont probablement se présenter à la présidentielle de 2028, en grande partie sur une ligne plutôt critique vis-à-vis d'Israël. Et c'est là tout le problème pour les démocrates. Réussir à parler de manière crédible à l'électorat anti-guerre, celui que Trump avait réussi à rassembler en 2024,
mais qui est maintenant fragilisé par ses propres actions, notamment dans la guerre contre l'Iran, et aussi par le fait qu'il n'a pas tenu sa promesse de résoudre rapidement la guerre en Ukraine. Le même jour où ils ont voté pour mettre fin à toute nouvelle autorisation concernant la guerre en Iran, les démocrates ont déclaré « Mais nous voulons plus de sanctions contre la Russie et davantage de soutien à l'Ukraine ». Disons que, franchement, je ne vois pas ça comme un grand progrès. Passer d'une guerre contre une civilisation comme l'Iran, avec tout son héritage perse, à une autre qui possède déjà l'arme nucléaire, et pas qu'un peu, bien plus que tous les autres réunis, malgré ce que le président a pu dire sur le fait qu'on ne peut pas compter les ogives, eh bien, ça ne me semble pas une amélioration. L'Europe, elle, a montré quelque chose d'assez extraordinaire. Surtout pour un continent qui, pendant la guerre froide, aimait se présenter comme un médiateur diplomatique entre les États-Unis et la Russie. Et la voilà qui retombe dans une logique politique d'avant la Première Guerre mondiale. Cette irrationalité, cette phobie, cette peur entretenue, cette obsession de la guerre, tout ça, surtout pour un régime aussi absurde que celui de l'Ukraine. Vous savez, ça arrivera peut-être dans 10 ans, mais ça arrivera sûrement d'ici une génération ou deux. Et là, les gens se demanderont, comment diable ces pays ont-ils pu soutenir l'Ukraine? L'un des pays les plus corrompus au monde, connu pour la traite d'êtres humains, pour ses laboratoires biologiques, pour ses mafias, pour le blanchiment d'argent, tout ça. C'est ce pays-là, et Zelensky, ce type complètement défoncé, c'est lui en qui on a mis tout notre espoir, toute notre confiance, en faisant semblant de croire qu'il était un mélange de Churchill et de Lincoln. Franchement, ce sera humiliant, plus tard, pour les fils, les filles, les petits-fils et les petites-filles de ces soi-disant dirigeants de l'Occident. Mais le Royaume-Uni, c'est une blague. Les pays nordiques, une blague. Les pays baltes, une blague. La France, une blague. L'Allemagne, une blague. Aujourd'hui, tous les grands pays d'Europe sont devenus une blague. Ils ne représentent plus du tout leurs électeurs, au point qu'on va assister à un effondrement complet des grands partis au Royaume-Uni, ceux qui dominent depuis un siècle. En France aussi, on va voir s'écrouler le centre-gauche et le centre-droit. On en voit déjà les prémices. Ce sera Mélenchon et Le Pen, qu'on aime caricaturer comme l'extrême gauche et l'extrême droite. Now, comme les médias occidentaux aiment les présenter. En Allemagne, on pourrait voir l'AfD prendre dessus avec l'idée de rétablir l'accord sur le charbon avec la Russie, celui qu'ils avaient autrefois. En Italie, on voit déjà des écarts par rapport à la norme institutionnelle. On l'a vu aussi en Tchéquie et ailleurs quand il y a de vraies élections, comme récemment en Roumanie. En Bulgarie, on voit bien que les gens sceptiques vis-à-vis de la guerre arrivent au pouvoir. C'est ce que veulent les électeurs. Mais au final, ils ne sont pas représentés. Et en même temps, ils appauvrissent l'Europe à un niveau record. Franchement, d'où pensent-ils qu'ils vont sortir tous ces missiles, ces bombes et ces drones? À partir de quoi? De quelle base industrielle? Vous l'avez détruite. Vous comptiez sur l'énergie européenne. Et maintenant, la deuxième source d'énergie, celle du Qatar dans le Golfe, est elle aussi coupée. Et vous restez là à vous demander « Oh là là, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, il faut se concentrer davantage sur la Russie. C'est de la folie. Pendant ce temps, ils agitent tellement la cage qu'en Russie, dans des cercles d'opinion tout à fait respectables et ordinaires, on commence à entendre des phrases comme « Peut-être qu'on devrait utiliser une arme nucléaire tactique ». C'est dire à quel point l'Occident a mal géré cette situation. Ça me rappelle la période qui a précédé la Première Guerre mondiale. En moins de 10 ans, des régimes qui avaient duré 300, 400, parfois 600 ans, se sont effondrés. Que l'on parle de l'Empire austro-hongrois, de l'Empire russe, de l'Empire ottoman, ou, dans une certaine mesure, de l'Empire britannique, ils ont disparu en 5 à 10 ans. Des empires qui dominaient le monde,
que des générations entières n'avaient connu que comme puissance incontestée, se sont éteints du jour au lendemain, à cause de l'arrogance, à cause d'une mauvaise lecture de ce que ce conflit allait provoquer. Et ensuite, ces mêmes dirigeants ont conduit le monde vers une dépression mondiale, qui a ouvert la voie au fascisme, au communisme et à 100 millions de morts supplémentaires au cours des 20 années suivantes. On a le même niveau d'incompétence au pouvoir partout dans le monde occidental, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et c'est terrifiant pour le reste d'entre nous qui devons regarder pendant qu'ils jouent à la roulette avec nos vies et notre avenir. Ce qui est ironique, c'est que les gens les plus sensés, les plus rationnels dans tout ça, ceux qui agissent par pur intérêt personnel et qui pourraient, d'une certaine façon, sauver la situation, ce sont peut-être la Russie, la Chine et l'Iran. Ces soi-disant acteurs du mal sont peut-être les seuls capables de maintenir la paix. Voilà à quel point le monde s'est renversé au cours de la dernière décennie. Oui, oui, exactement. Je pense que l'Europe est en train de sombrer et qu'elle n'a aucune solution face à ce qui l'attend. Elle ne veut pas détester la Russie. Et puis, il y a cette situation au Moyen-Orient. Personne ne sait quand on mettra fin à la guerre là-bas. À mon avis, ça va être une guerre continue, sans véritable pause. Donc pour l'instant, il n'y a pas de solution pour l'Europe. Et même eux, franchement, ils font rien. Even they themselves, they don't do anything. Is there any... Il y en a vraiment. Franchement, Ursula von der Crazy, Kaya Kaoli, regardez ces gens-là. Est-ce que quelqu'un les confond avec, je sais pas, même Chirac? Sans parler des grands dirigeants d'avant. Est-ce que quelqu'un les confond avec Churchill? Même si Churchill avait pas mal de défauts, mais bon, mettons ça de côté. Personne ne confond ces gens-là avec les grands leaders de l'Europe. C'est une blague. On les oublie 2 ans après leur arrivée au pouvoir. On les jette au bout d'1 an et tout le monde les oublie. Ils ont les taux d'approbation les plus bas de toute l'histoire de l'Europe. Je veux dire, Macron en France, Merz en Allemagne et Starmer au Royaume-Uni, ils battent des records de détestation, même chez leurs propres citoyens. Et pourquoi? Pour une espèce de version niveau école primaire de l'éducation civique qu'ils ont apprise à l'époque. Tu sais, c'est incroyable. Cette impuissance, cette faiblesse. Franchement, se faire malmener comme ça par Trump, on se dit que ce serait humiliant. Mais non, ils n'ont même plus de fierté dans cette fausse élite dirigeante européenne. C'est une bande de gamins qui jouaient au modèle ONU au lycée. Et maintenant, ils ont l'impression d'être vraiment l'ONU. Et on voit bien le désastre que produit ce genre d'état d'esprit enfantin, ce comportement immature, ce sentiment d'être tout-puissant, cette arrogance qui les ronge. Alexander Mercouris du Durand l'a très bien dit un jour. Quand l'hubris devient trop grande, c'est là que dans la tradition grecque, Némésis entre en scène. Et honnêtement, on ne pourrait pas imaginer de meilleur Némésis que la civilisation perse et la civilisation russe pour réveiller le monde occidental. Oui. Merci beaucoup, Robert, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un vrai plaisir, comme toujours. Absolument. Toujours un bon moment. À très bientôt. See you soon. Prenez soin de vous, tout le monde. Prenez soin de vous. Au revoir.